bienvenue sur Motors TV pour les meilleurs moments du rallye d'Allemagne. Là, c'est les images du rallye de Finlande, mais c'était bien en Allemagne, la 9e manche de la saison et enfin du goudron avec Eric Briquet. T'étais sur place, Eric. Eh bien déjà, bonjour. Salut Vincent. Alors on voit voilà, des images du shakedown non qualificatif. On est sur une épreuve asphalte. Et oui, ça veut dire qu'au niveau de l'ordre des départs, eh bien, c'est dans celui du championnat. Et là, les pilotes qui nous expliquent que c'est une épreuve extrêmement difficile avec des changements d'adhérence perpétuels, 3 rallyes en 1. Avec des routes, on le voit là sur cette image, assez impressionnantes, rapides, étroites. Pas d'erreur parce que c'est un petit peu comme le circuit de Monaco. Hein. Le rail est tout près. Donc il faut vraiment être précis. Et pour moi, ce rallye, c'est un petit peu une sorte de Monte-Carlo d'été, dans le sens où il y a énormément de changements d'adhérence et c'est très difficile. Et une météo changeante également, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Avec une épreuve qui fait le même kilométrage que les années passées, mais nouveauté, c'est toujours le même format, des spéciales en sens inverse. Donc ouais, c'est quasiment 90% de nouvelles spéciales, de parcours repris à l'envers. Ça veut dire qu'il faut changer les notes complètement, il faut tout reprendre. Alors peut-être que le cadre est le même pour les pilotes, mais c'est vrai que c'est totalement nouveau. Et un favori, Sébastien Loeb. Alors déjà, même quand en Finlande il n'est pas nécessairement favori, il l'emporte. Là, sur asphalte, c'est une référence et il est plutôt bien calé avec la DS3. Et complètement. Et puis bon, il y a quand même une évolution par rapport à l'année dernière. Il avait perdu le rallye pour une crevaison, sinon il serait à 9 sur 9. Là, cette année, Michelin leur offre, du moins leur offre, pas gratuitement, mais il leur propose, on va dire, des nouvelles enveloppes. Michelin a très bien travaillé, ce qui fait qu'ils n'ont quasiment pas eu de crevaison sur ce rallye. Le premier chrono, Mittel-Moselle. Alors c'est la première journée classique des routes dans les villes. Il fait beau, mais il a beaucoup plu pendant la nuit. Et du coup, eh bien, il y a des petites interrogations par rapport à l'adhérence qu'on va trouver. Et notamment entre le passage et le choix des pneus, parce que il y avait quand même un choix important à faire entre les pneus durs et les pneus tendres. Il y avait suffisamment, en tout cas au niveau quantité. Donc premier casse-tête. Et surtout pour cette première journée, là on voit c'est très beau, très sec, mais on attendait quand même de la pluie au cours de cette première étape. Nico Hirvonen, lui deuxième sur la route, sa première vraie épreuve asphalte avec la DS3, il a repris les réglages de Loeb. Alors on sent parce que confiance. Il y a eu avant pour lui que le Monte-Carlo finalement en rallye sur asphalte, et on sait ce que c'est que le Monte-Carlo, c'est quand même un rallye hivernal, et donc découverte on va dire en conditions grandeur nature pour Hirvonen avec la DS3, et il s'est pas senti très à l'aise dès le départ. Peter Solberg avec un nouveau casque, c'est le seul pilote du plateau en activité à avoir battu Loeb sur asphalte. C'était en 2003 en Corse. Il y a eu une petite faute de Sébastien Loeb. Et avant Loeb, c'est le seul dernier champion du monde. Voilà. Et ça remonte à loin. À 2003, exactement. Il était en cela bien aidé par ses pneus Pirelli. À l'époque, il y avait 2 manufacturiers. Et on voit, en plus du changement d'adhérence différent, on voit aussi des routes tantôt larges, pratiquement des nationales, et puis parfois ça devient beaucoup plus étroit lorsque la spéciale emprunte ces petits chemins qui sillonnent entre les vignes, qui sont en fait utilisés uniquement tout au long de la saison par les vignerons et leurs tracteurs. D'où ce dépôt de poussière, parce qu'il y a toujours un petit peu de poussière, et on voit ça va très très vite. Et c'est fini, 14 minutes 42 secondes et 9 dixièmes pour Sébastien Loeb. On a vite compris, d'après les intermédiaires, que la réplique ne viendrait pas d'Hirvonen, donc on attend Peter Solberg, 3e sur la route. Et moi je peux te dire que j'étais au 4e kilomètre de cette première spéciale, et je savais déjà ce qui allait se passer, puisque mes chronos partiels donnaient déjà au bout de 4 km, cette spéciale en fait 24 900, et bien au bout de 4 km déjà des écarts très très importants entre Loeb et les autres. Eh bien, 5 secondes 2 déjà d'avance pour Sébastien Loeb sur Peter Solberg, et ce sera le deuxième meilleur temps. Hirvonen sera 8 secondes 7. Pour Mats Solberg, eh bien, ça va mal débuter. L'année dernière, il avait déjà fait un tout droit et puis une sortie de route. Donc pour l'instant, tout va bien pour lui. Le jeune Norvégien qui n'a pas pu s'entraîner, il devait faire un rallye en Croatie, je crois, puis voilà le tout droit. Mais il a un peu raté le carrefour. Ça l'aide pas, il va terminer 8e à 24 secondes 9, c'est quasiment irrémédiable d'entrée de jeu ça. Donc peut-être un petit souci de note, c'est vrai que tout se ressemble, ça peut être oppressant. Et du coup, et puis il faut penser que Mats Solberg notamment n'a fait que le shakedown en guise d'essai et de répétition. Donc même Loeb qui a l'habitude, même Loeb qui est le spécialiste de ce rallye, dit que c'est pas évident après une pause de revenir et de se remettre immédiatement dans le bain à cette vitesse.
Là, on avait Jari-Matti Latvala qui a fait un pari de pneus osé. Il a croisé des durs d'un côté, des tendres de l'autre. Ça avait très bien marché l'année dernière pour l'équipe Citroën. Cette année, on va l'écouter, ça va pas. J'ai essayé quelque chose au niveau des réglages, avec un mélange de pneus durs et tendres. C'était très bien en début de la spéciale là où c'était encore humide et puis ensuite ça s'est dégradé, c'était trop long en fait. Oui, parce qu'à un moment où l'équilibre de la voiture s'en ressent, parce que certains pilotes comme Denis Sordo a tenté de mettre des gommes dures que d'un côté, donc à droite, et des gommes tendres à gauche, ou l'inverse, je me souviens plus, mais peu importe. Tandis que là, Latvala, lui, les a croisés, c'est-à-dire qu'il a un avant droit par exemple tendre, un avant gauche dur et inversement à l'extérieur, à l'arrière. Voilà, c'était Evgeny Novikov. On a vu que ça a tapé. Avec, bien pas Denis Giraudet, mais Nicolas Klinger. Et regardez la roue avant droite, bon, ça a tapé. C'est l'abandon dès le premier chrono. Il va pouvoir repartir en rallye 2, mais bon, bien sûr, il n'y a plus grand chose à espérer, sinon emmagasiner des kilomètres lors des deuxième et troisième journées. Et préparer la suite. On attendait beaucoup de Thierry Neuville. Il y a même Eddy Merckx qui est venu le soutenir. Mais il ne va pas décevoir dans ce... Thierry Neuville qui avait quand même beaucoup de supporters parce que, rappelons-le, ce rallye se déroule dans la région de Trèves et on est tout près, on est à 1 heure de Liège, on est à 1 heure même pas 1 heure de la frontière française, du nord de la Lorraine, tout près du Luxembourg, donc c'est vrai qu'on est dans un carrefour de pays et il y avait énormément de supporters belges venus soutenir Thierry. Bon, le retour de Daniel Oliveira, le Brésilien, il était plus apparu depuis... en Nouvelle-Zélande, c'était Manfred Stoll, son préparateur, il n'était pas en Finlande. Ah, bah toi, ça m'a pas beaucoup marqué parce que je m'en souvenais même pas qu'il était pas là. Ça change rien, tu veux dire? Non. Ah non, pas grand-chose. Et Nobris, avec qui alors? Il a un compatriote au moins? Ah bah écoute, moi, avec tous ces pilotes brésiliens, je rêve d'un rallye au Brésil, ça serait quelque chose de bien. Allez, on poursuit cette matinée. Là, on enchaîne avec... on a commencé par Mittelmosel, il y a Moselland 1, Graf Schaft. Bon, bah, à chaque fois, ça va être le récital de Sébastien. 3 sur 3, 3 spéciales dans la première boucle, 3 spéciales à peu près identiques, au même caractère. On le voit toujours les mêmes images. On est dans les vignes. Ce sont des routes étroites, très rapides, et puis d'un coup, une épingle. Il faut être vraiment précis, il faut pas faire d'erreur. Et sur ces 3 spéciales, Loeb a fait 3 fois le temps scratch. Ouais, j'ai attaqué assez fort, mais pas trop. C'était assez... il y avait des endroits vraiment pièges. Et il a raison parce qu'il craignait la pluie, donc il s'est dit tant que c'est sec, je vais essayer de faire le plus gros écart, et il termine cette boucle avec 13 secondes sur Peter Solberg qui finalement c'est quand même pas mal accroché, hein. Il perd 13 secondes sur 3 spéciales, c'est pas énorme. Et on a appris que les Ford s'étaient entraînés sur un circuit. Enfin, déjà, ils avaient fait une séance d'essai sur le terrain et sur un circuit en compagnie de Robert Kubica. C'était destiné à durcir la voiture. Alors, autant Peter Solberg ne se plaindra de rien, si ce n'est peut-être des petits soucis de frein, même s'il n'a pas voulu l'évoquer en fin de spéciale. Et ça, c'était dès le deuxième chrono. Alors pourquoi il a protégé un peu son employeur, et il y a eu beaucoup de pilotes Ford qui ont eu des soucis. Il y a eu beaucoup de pilotes se sont plaints en début de parcours, et c'est normal parce que quand on voit quand même les vitesses qui sont atteintes et puis d'un coup c'est des épingles, on sait très gros freinage et c'est logique que les freins souffrent dans ces conditions. Et Mats Rosberg l'a mis plutôt sur son compte en fait. Il a dit c'est moi qui n'ai pas l'habitude du goudron, j'en ai discuté avec mon ingénieur et ça s'est arrangé. Et pour Latvala, pas de souci de frein. En revanche, ça va pas beaucoup. Enfin, ça va mieux, mais il est derrière Peter Solberg. Il est revenu avec des pneus durs. Alors certes, il a 2 roues de secours contre une pour ses rivaux. Il y a un petit souci de poids, mais surtout c'est un souci de réglage avec une voiture trop souple. Ce qui est étonnant d'être allé sur un circuit avant l'épreuve, il disait on l'a durci, ça va aller mieux. Et bien, il l'a réassoupli. Je pense que Latvala a fait un choix sécurité en fonction d'éventuelles pluies qui puissent tomber pendant la matinée. C'est pour ça qu'il a pris des sauces, c'est pour ça qu'il a des réglages souples. Il s'est dit il va pleuvoir. Malheureusement, c'est resté sec, très beau, très chaud, et c'était un petit peu mieux avec des pneus durs dans la 3e spéciale, mais là pour l'après-midi, c'est sûr qu'il est obligé de redurcir la voiture. Et du coup, c'est Thierry Neuville qui, dès ce deuxième chrono, va créer la sensation. Il va passer devant Mikko Hirvonen, il va être 4e, tout près de Jari-Matti Latvala, et pas très loin de Peter Solberg. Donc il est en position de mettre la pression sur les Ford, et en fait il a un rôle de deuxième pilote chez Citroën. Et pour un début en Allemagne, parce que il l'a déjà fait, mais c'était en Super 1600. Et ça avait fini très tôt en plus. Faire une telle performance d'entrée de jeu en WRC, moi j'ai dit chapeau. Et bien du coup on enchaîne avec Graf Schaft qui est un chrono un peu plus varié. Donc on l'a dit, on le rappelle, pas de souci pour Sébastien Loeb. Regardez sa trajectoire ici.
pas de souci. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est évident que Sébastien Loeb a les bonnes trajectoires, mais on voit surtout que la voiture, elle ne bouge pas d'un millimètre, elle accepte tout. Et c'est fort différent de ce que j'ai pu voir sur place, sur le terrain, par rapport au Ford. Et le même virage quand on a un pneu crevé, là c'est Martin Prokop, c'est crevé à l'arrière droit, donc déjà ça va moins bien. Là c'est pas lié à la voiture, hein. Non, mais ça va avoir des conséquences terribles. Il faut oser le faire. Oui, voilà. Sa voiture va finir en feu. Complètement détruite. Il va sauver son téléphone. Peut-être que c'est une conséquence de la crevaison. On n'en est pas sûr. Hein, non, on n'est pas sûr, mais peut-être une rupture de canalisation d'huile ou le pneu qui s'est échauffé, qui a commencé à s'enflammer. C'est difficile à dire. Il avait des soucis d'huile d'amortisseur également. Mais à l'arrivée, voilà, donc une voiture totalement détruite pour Martin Prokop. On n'en a pas trop parlé, mais les Mini qui vont faire la fin de saison sur asphalte, donc ça fait l'Allemagne, la France, et puis il y aura également l'Espagne pour la plus grande joie de Dani Sordo, même si c'est une épreuve mixte. L'intérêt de voir la Mini ici, c'est qu'on se souvenait que l'année dernière, on avait été surpris par les performances de la WRC anglaise, puisque Dani Sordo s'était battu pour un podium à la régulière, donc on allait pouvoir constater les progrès ou non de la Mini, mais en fait les autres ont beaucoup progressé et pas la Mini. Et avec deux pilotes, il y a Chris Atkinson qui fait son retour, donc on le voit en Asian Rally Pacific sur Motors TV, mais c'est un peu dur quand même pour lui. C'est son premier rallye sur asphalte depuis 4 ans pratiquement. On poursuit ce rallye d'Allemagne avec un deuxième tour dans cette boucle, Mittelmoselle, le deuxième passage, avec un pilote qui est repassé par l'assistance Jari-Matti Latvala. Il a compris qu'il n'allait pas pleuvoir, il a redurci les réglages de sa Fiesta. Il va se dire, j'ai perdu gros, il va se lancer à fond dans la bataille et il va signer son premier scratch. Avec à l'arrivée, il nous le dira. C'est un peu, c'est tant mieux parce que je ne le referai pas 2 fois. Il a dit, je peux pas tenir ce rythme-là toute l'épreuve. C'est pour ça qu'il fait un très très bon temps dans la 4, puisque c'est lui le meilleur temps, mais avec quelques chaleurs. Donc du coup, il a un petit peu calmé le jeu dans la 5. Il a même demandé à son équipe de ne pas lui fournir de temps intermédiaire, mais il est allé sur un rythme un petit peu trop lent. Il s'est un petit peu endormi et il a réagi dans le chrono suivant. Donc bel après-midi, en tout cas pour Jari-Matti Latvala, qui a montré en tout cas que sur l'asphalte, il fait partie maintenant des tout meilleurs. Il l'avait déjà prouvé l'année dernière en Espagne, il le confirme. Et regarde, alors là ce qui est bizarre, on le verra, on voit le capot qui bouge beaucoup, donc il n'y aura pas d'alerte, mais on en parlera le dernier jour. Il a peur que ça s'ouvre, effectivement. Alors la réaction, donc il va revenir à l'arrivée de la 6e spéciale où il a réagi, il va ajouter un deuxième scratch à son palmarès. J'ai pris une grosse leçon dans le dernier chrono. Quand on a l'impression de piloter sûrement, en fait, sans prendre de risque, on part sur un faux rythme, alors que Loeb, lui, il l'a jamais. Il est toujours sur un faux rythme. Il a un petit peu baissé suite aux 2 chaleurs donc dans la 4 où il a fait le meilleur temps. Il s'est dit, si je continue à ce rythme, je ne vais pas finir. Et en levant un petit peu, en calmant un petit peu le jeu, les secondes sont tombées d'un coup. Oui, il a perdu carrément 12 secondes 7 en 22 km, donc ça fait... c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. À leur niveau, en tout cas, à ce niveau de pilotage, c'est clair que c'est énorme. Et du coup, c'est Peter Solberg, malgré les 2 scratchs de Jari-Matti Latvala, qui s'installe à la 2e place, juste derrière Sébastien Loeb, à 20 secondes. Mais d'ores et déjà... c'est l'expérience qui parle, là, je pense, Vincent, parce que c'est vrai que c'est celui qui a lâché le moins de temps sur l'ensemble des 2 boucles, sur l'intégralité de l'étape. Il n'était pas très loin et 20 secondes à l'issue de cette première étape qui comptait quand même 137 km chronométrés. Et finalement, 20 secondes, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Sordo qui remonte, qui est 5e, qui était parti sur un faux rythme. À noter que l'équipe ProDrive n'est plus une équipe officielle et à ce titre, il n'a plus le droit à avoir des ouvreurs. Ce qui était un sacré handicap, j'ai l'impression, malgré tout, sur cette épreuve. Oui, parce que en cas de temps changeant, incertain, c'est vrai que quand on roule à cette vitesse, celle de Dani Sordo, il roule avec les meilleurs, ne pas avoir d'ouvreur, c'est quand même assez compliqué. Là, vous êtes dans le rythme, on lui dit, mais vous êtes à 20 secondes de Loeb. Ouais, la voiture est très bien. J'ai perdu un peu de temps dans le milieu du chrono. Et il avait perdu du temps le matin avec les freins. Il avait perdu gros dans un dernier partiel.
Voilà, il explique où il a perdu du temps dans ce dernier chrono. Ah, et on sent que c'est un peu dur hein, pour lui. 20 secondes, voilà, sauf un bon coup de poker, question météo, 20 ils en font rarement. 20 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois, parce que reprendre 20 secondes à l'Hub en Allemagne, c'est déjà presque mission impossible. À la régulière, en tout cas. Après, il faut espérer effectivement une erreur, mais ça, c'est très rare. Ou un bon choix de pneus, ou ça un peut choix être de une météo pneus. Voilà, exactement. Il faut compter sur un élément extérieur pour pouvoir revenir sur l'Hub quand on a 20 secondes de retard au terme de la première journée. Et ça, Sébastien Loeb en est conscient, il sait que c'est pas suffisant, il sait que c'est un bon début, creuser un écart et puis assommer un peu ses adversaires, leur mettre un coup au moral, mais il sait que c'est pas suffisant. Si on crève, si on doit changer de roue, voilà, exactement. Une erreur est vite arrivée ici. Ou un petit tout droit, un freinage raté, on doit faire une marche arrière, on voit rien, on recule, c'est tout de suite 15-20 secondes. Et c'est vrai que là on voit, c'est très ressemblant quand même ces routes-là. On a vite fait de faire une erreur, il faut être très précis dans ses notes. Et je crois que c'est Simon Jean-Joseph qui faisait ouvreur pour Peter Solberg, il a dit je vois bien Loeb fonctionner parce que quand ils sont passés le matin c'était encore plus glissant que ça ne l'était lors du premier tour. Il disait bien bon voilà, je soutiens Peter Solberg, c'est mon pilote, mais je vois bien Loeb creuser un petit écart d'entrée de jeu. Clairement. Et on le voit, la poussière qui se dégage. On est sur des routes agricoles, utilisées donc par des engins qui vont travailler dans les vignes. Donc forcément, il y a toujours ce dépôt de terre qui sèche ensuite. Alors dès qu'il se met à pleuvoir, c'est terrible parce que ça devient une véritable pommade. Et c'est vrai que le rallye d'Allemagne n'est pas un rallye asphalte classique comme peuvent l'être la France ou l'Espagne. Vous êtes content de votre première journée ? Bah oui, je suis content, on est en tête, ça se présente bien. On a réussi à augmenter notre avance. Là, dans cette dernière spéciale, c'est moins technique, donc plus rapide, c'était plus difficile d'augmenter, mais bien sûr, je peux être que satisfait de cette première journée, mais on serait à moins. Et oui, parce que c'est quand même des écarts conséquents. On se souvient que l'année dernière, entre les deux Sébastien Loeb et Ogier, tous les deux chez Citroën, il y avait à peine 7 à 8 secondes. Quand on avait commencé à parler des fameuses consignes qui avaient fait exploser, l'équipe Citroën tout simplement. L'unité de l'équipe Citroën avait explosé quand on avait demandé à Ogier seulement 7 ou 8 secondes derrière. Et là on voit c'est 20 secondes ou 29 secondes. Donc on voit déjà qu'il n'y a plus vraiment d'adversaire cette année face à Loeb. Même s'ils n'ont pas de consigne. Ah non. On passe à cette deuxième journée où on passera dans le terrain militaire Panzerplatte. Mais on commence par Stein & Wayne, premier passage. Oh, ça ressemble un petit peu quand même. C'est encore c'est une spéciale qui est encore au bord de la Moselle. Une grande classique qui se fait depuis la première édition, chaque année, la même spéciale. Sauf que là, elle est dans le sens inverse. Alors, sauf que là, on voit il fait à peu près beau. Oui, toujours. Sec, mais tout le monde, la pluie va surprendre tout le monde. Et oui, parce que là, ils sont tous partis avec des gommes dures ce matin, contrairement à la veille où il y avait des choix un petit peu différents. Là, tout le monde part en gomme dure. Avec une roue de secours. Alors, juste pour Peter Solberg, lui, c'est un pneu tendre. Allez comprendre, c'est des stratégies. Alors autant pour Jari-Matti Latvala, on comprend, la première journée il mise sur la pluie, donc il a des réglages souples, et puis deux pneus tendres, c'est logique. Autant là, une voiture en pneus durs, des réglages secs et une roue de secours en tendre. Alors peut-être qu'il y avait un quota qu'il devait gérer, je sais pas, c'est bizarre. Difficile de toujours savoir exactement ce que veulent faire nos amis pilotes, mais là on voit que c'est couvert. On a l'impression que ça va être sec. Mais ça ne va pas durer. Jari-Matti Latvala qui retarde ses freinages, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, même si on sait qu'il n'y a plus grand chose à espérer, voilà, ça roule quand même un rythme assez fort. Latvala est quand même à 29 secondes de là, mais seulement 9 secondes derrière Peter Solberg, donc il a quand même l'objectif, aller chercher la deuxième place. Sébastien Loeb qui est en train d'en finir. On va surveiller justement cette épingle. On voit les essuie-glaces qui commencent à s'allumer. On voit encore que c'est sec, mais on voit les essuie-glaces s'allumer. Et là, on sent que Sébastien, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Être en pneu dur sous la pluie, ça c'est un truc qu'il n'aime pas parce que il dit même si tu fais pas d'erreur, même si tu es prudent, tu peux te faire piéger à n'importe quel moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui déteste.
Voilà, il déteste. Mais c'est pas non plus détrempé. Il pleut, mais on voit que... Il a dit, ouais, la pluie est tombée, notamment assez fortement au milieu de chrono. On l'a pas vu, mais j'en aurais moins que les autres. Donc déjà, il est assuré d'avoir fait le bon coup, quoi. Parce que soit cette pluie s'arrête tout de suite et ils seront à conditions égales, ou soit... Mais par endroits, c'était quand même très piégeux. Hein. Mais on va le voir, on va voir des écarts... hallucinant. Et là, on voit par exemple le passage, je crois que c'est Solberg, on le voit dans cette épingle, c'est nettement moins propre en pilotage que Loeb. Loeb, c'est nickel, c'est le frein à main, ça tourne, il a les roues droites, lui il a les roues contre-braquées, donc forcément, je veux dire, en pilotage à chaque fois, il y a des petites choses qui font qu'on voit qu'il y a des différences dans chaque virage. C'est pas propre ce passage au frein à main de Solberg, il n'est pas aussi propre que celui de Loeb, et à la fin, ça fait des écarts. Et ça, on l'avait déjà vu au Monte-Carlo, il mettait la voiture, je me souviens d'une simulcane. Et là, on voit que là, c'est peu dur, hein, je pense. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas de doute. Hein. Et puis en plus, c'est une épingle qui arrive, je la connais, il y a une longue descente, et forcément c'est sale et c'est dur. Je me suis fait une chaleur et bon, à partir de ce moment-là, il explique, j'ai compris, j'ai arrêté, j'ai lâché, je vais perdre, et voilà, j'ai assuré jusqu'à la fin. Donc je pense me faire reprendre beaucoup de temps par les autres qui vont me suivre. Sauf que ce ne sera pas le cas parce que les conditions vont se dégrader. Mais lui a perdu 21 secondes 4 sur ce seul chrono et pourtant il va réaliser le deuxième temps. Ce qui veut dire que l'avance de Loeb a doublé. Il dispose désormais de 41 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Peter Solberg. Et c'est là où, je dirais pas que Loeb a toujours de la réussite, mais quand ça doit tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est souvent quand même dans sa faveur que ça tourne. Et passer d'un coup de 20 à 40 secondes sur un seul chrono, une journée complète pour faire 20 secondes d'écart et un chrono pour en rajouter 20, il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux, mais c'est parce qu'il a gagné 20 secondes le premier jour qu'il part en tête. Tout à fait, c'est vrai. D'avoir cet avantage. Ouais, mais ça, la pluie, quand elle arrive, elle ne calcule pas si l'autre est en tête ou pas. Hein. La pluie, elle arrive quand elle veut. C'est ce que dit Loeb. Ouais. Ça, il le dit, lui, ils avaient 4 devant. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas prévoir... Non, là, il a plutôt de la chance. Alors, la pluie, des conditions que redoutait Thierry Neuville. Il priait pour un rallye d'Allemagne sur le sec parce qu'il n'avait jamais essayé cette Citroën. Il n'a jamais fait d'essai sous la pluie, en pneu dur ou même en pneu tendre. Donc, eh bien voilà, en plus, les conditions pour lui se dégradent. Il va faire 3 têtes à queue dans ce chrono. Voilà le premier. Et c'est vrai que la voiture est inconduisible. On voit, elle lui échappe sur un freinage. Ah oui, là, ça part en travers. Ouais, là, c'est pas un tête à queue, c'est quasiment un tout droit, roue bloquée. Il appuie sur les freins et la voiture, elle décide de glisser, donc il n'y a rien à faire. Et je crois qu'il y a 3 virages, 3 fautes. Il me semble, me souvenir qu'il a dit ça. On va pas les voir, oui. En tout cas, il y aura 3. En gros, c'est ce qu'il a dit. J'ai fait 3 fautes, 3 têtes à queue sur 3 virages successifs. Pour Dani Sordo, eh bien c'est la même difficulté avec le fait de ne pas avoir d'ouvert, mais là c'est peut-être moins handicapant dans la mesure où les conditions sont dégradées pour tout le monde. Et que oui, de toute façon, à partir du moment où les conditions changent en direct, avoir des notes des ouvreurs qui sont passés 3 ou 4 heures avant, ça ne sert plus à grand chose. Et un pilote qui était déjà pas en confiance avec ses DS3 sur le goudron sec quand c'est étroit. Avec, là on le voit, là c'est carrément complètement humide dans la même épingle. Et bien c'est Mikko Hirvonen. Lui il va perdre plus d'1 minute 7. Il va également y aller de son petit attaqueux. Voilà, plus ça calme. Et là c'est vrai que là c'est des conditions où on a l'impression que les voitures sont quasi inconduisibles. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Pneu dur sur le gras mouillé, c'est du verglas. Tanak là qui nous fait... petite figure. Il est sorti un peu large. Et là aussi, il faut avoir de la chance parce que s'il y a un bloc en béton, ça peut faire une roue, un radiateur et ça peut s'arrêter là. Mais bon, il a pu continuer. Et on va écouter le jeune estonien, on l'a rarement vu depuis le début de l'année, il a un sens de l'humour assez développé. Donc voilà, l'intervieweur qui lui dit revient sur la pluie et on revient sur la chaleur qui s'est fait en début de chrono là qu'on a vu. Toujours aussi souriant. Oh, je me souviens pas il y a eu tellement de moments, tellement de chaleur dans ce chrono que je m'en souviens pas. Je comprends pas comment on n'a pas vu cette pluie arriver. Combien de roues de secours? 1 ou 2? Une. Dur ou tendre? Dur. Voilà. Il a bien compris que ça allait être dur jusqu'au bout. Et on va passer,
au chrono suivant avec les écarts là qui sont vraiment bien faits. En plus tout le monde est sur la même stratégie, donc il n'y aura pas de surprise, à moins sauf un incident de course. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux premiers chronos, donc la spéciale numéro 7 de Schadenwein et la suivante Peterberg, les pilotes doivent conserver leurs pneus et pourront changer seulement après, avant la spéciale de Panzerplatte. Voilà, nous on va marquer une petite page de publicité, on va voir tout ça, de quelle manière ça évolue. À tout de suite. De retour au rallye d'Allemagne, on est toujours dans la première boucle de la deuxième journée, avant le juge de paix. Le juge de paix, on peut le dire comme ça, quand les concurrents vont rentrer dans le camp militaire de Baumholder, où est tracée la fameuse spéciale de Panzerplatte, 46 km 900, mais en attendant, il faut quand même faire la spéciale de Peterberg, 9 km, totalement mouillé, et là les pilotes sont avertis, mais ils sont toujours avec leurs pneus durs. Il en a que 3, Peter. Il en a mis un à l'arrière, un pneu tendre à l'arrière. Entre nous, tu crois que ça changerait beaucoup quand tu vois ces conditions à mon avis, à la limite, c'est stupide parce que ça a plus de chances de déséquilibrer la voiture plutôt que d'avoir, des conditions constantes dans chaque virage. Mais bon, ça c'est du Peter, il peut pas s'empêcher quand il veut faire un truc. Mais ça, c'est pas lui. C'est pas lui ? Non, là c'est Jari-Matti Lajala qui lui va perdre. Qui va perdre 2 places dans l'aventure. Et du coup, Sordo et Neuville vont remonter respectivement 3e et 4e. Voilà, lui il s'est fait piéger en pneu dur, il a tiré tout droit, il est resté un peu bloqué, il a pu ressortir. Pour Thierry Neuville, il va reconnaître qu'il est toujours en difficulté avec cette voiture, que les conditions étaient tout simplement horribles pour lui. C'est ce qu'il qualifiera. Mais il fait mieux que sauver les meubles, il gagne une place, et puis il s'est fait passer certes par Sordo, il aurait pu être 3e, il est 4e. C'est un tête de queue là. Ouais. Il me semble, parce que j'ai l'impression qu'ils ont éteint la lumière, mais... Oui, ils ont éteint la lumière. Enfin, ils sont passés dans la forêt en fait. Ah. Mais c'est pas beau, tu y étais. Ouais, je sais, mais là c'est vrai, t'as l'impression que c'est une nuit. Ah il est déçu, on va l'écouter, il va nous dire que c'est horrible, mais enfin il est 4e, il a perdu la 3e place par rapport à Sordo. Voilà. 3 fois j'ai fait un tête à queue dans une épingle. C'est la première fois que je roule avec des pneus durs sous la pluie, je suis complètement perdu. Un qui ne l'est pas perdu, c'est lui, Dani Sordo. Quand ça se complique, les conditions, même si la mini manque un peu en performance quand on est sur le sec, lui, il répond toujours présent. Ouais, là, c'est au pilotage. En fait, c'est vrai que dans ce genre de conditions, quand c'est très difficile, c'est plus la qualité de la voiture qui... Bon, bien sûr, une bonne voiture, c'est toujours mieux qu'une mauvaise, mais là, on sent quand même que le pilote compense et fait la différence. On a eu beaucoup de pluie par endroits, une grosse pluie. C'était très glissant, très difficile. J'ai perdu, mais non, il n'a pas perdu, il a gagné. Il a gagné le chrono. À Caen, une place dans une vraie voiture de course qui se développe, on lui souhaite. En tout cas, là, Dani, après une première journée, modeste, là, il est en train de se replacer et il se met en position de prendre la 2e place, tout simplement, d'être le dauphin de Sébastien Loeb sur ce rallye comme déjà l'année dernière. Panzerplatte, 46 km 54 cette année, et son fameux saut. La bosse de Gina. En hommage à Gina Lollobrigida, c'est comme ça que les organisateurs allemands l'avaient surnommé lors de la première édition en 2002. Peter Solberg, alors lui, il y a eu un problème, un souci de pneus, c'est-à-dire qu'on a vu que Loeb était parti entendre. N'ayant plus rien à perdre chez Ford, on en a parlé un petit peu plus tôt, tu m'as dit on aurait pu partir en dur et tenter un coup, surtout c'est vrai. On n'est pas protégé. Surtout qu'à ce moment-là, on le voit, ça peut être sec. Bon, alors ça commence par un tout droit. Et on sait que cette spéciale, traditionnellement, elle est très très dure pour les pneus, très abrasive, parce que on le voit là par exemple, ce sont des pistes en béton. Pourquoi ? Parce que c'est un camp militaire, c'est là où s'entraînent les chars d'assaut de l'armée allemande, et donc c'est une véritable râpe à pneumatique. Et en général, quand on part avec des tendres, on n'est pas sûr d'arriver à condition de gérer. Et donc, on pouvait très bien imaginer que Solberg, ayant eu connaissance du choix, puisque chez Citroën, on s'est un petit peu loupé, on a oublié de masquer la lettre S pour soft, on se dit que Solberg aurait pu aller... non. Alors, non seulement il n'a pas été tenté un pari différent par rapport à l'équipe Citroën, en plus, il essaie de compenser le temps perdu suite à ce tout droit et il arrache une roue. Ouais, et puis peut-être que les pneus ont chauffé, qu'il a perdu un petit peu de... Voilà, et peut-être qu'avec des pneus durs, ça serait peut-être mieux passé, on ne peut pas le savoir. Mais en attendant, double erreur de pilotage et de stratégie. Et là, c'est un bon moyen de se faire mal voir chez Ford, déjà qu'il n'est pas forcément en odeur de santé. Il n'a pas une grosse cote, ça c'est clair. Ça commence à faire beaucoup. Il n'a pas une grosse cote.
Là, Thierry Neuville. Et là, voilà, dans cette fameuse compression qui l'a fait sortir de la route, du moins de la bonne trajectoire, et après c'est comprimé à l'extérieur. Il y avait un champ, mais il y avait des spectateurs, donc il a voulu les éviter. Il a évité aussi l'arbre parce qu'à cette vitesse-là, ça aurait pu faire très très mal. Et il termine dans une espèce de petit bosquet. Et malheureusement pour lui, il tape suffisamment fort pour crever le radiateur, donc il ne démarre même pas, il préserve le moteur, et c'est terminé provisoirement pour Thierry, qui repartira le lendemain en Rallye 2. Donc ça nous fait un problème pour le pilote qui était classé deuxième, Solberg, un problème pour Neuville, une crevaison pour Sordo, et du coup c'est Latvala qui était cinquième qui se retrouve deuxième. Belle opération pour lui. Voilà. Et surtout, il voulait battre Loeb dans ce chrono. Alors ça n'a pas marché. Il a dit j'étais bon au début, mais en fait Loeb économisait ses pneus. Voilà. Et ça me servira de leçon. Il a échoué pour 8 dixièmes. Voilà. Donc belle opération pour Latvala qui remonte deuxième, mais surtout très très belle opération pour Sébastien Loeb, parce que il a toujours un deuxième derrière lui forcément, mais au lieu qu'il soit à 40 secondes, il est à 1 minute 30. Donc tout va bien pour le Kaiser des rallyes. Et voilà, Denis Sordo et Carlos Del Barrio qui s'arrêtent pour crevaison lente, une des rares, parce qu'il faut reconnaître que le travail fait par Michelin sur ce rallye, pour les autres d'ailleurs sur l'asphalte, a payé. Et bien arraché. Il a roulé, il a essayé de rouler sans, mais il était coincé. Donc et d'un coup, il a perdu. C'est une assistance déplacée en fait, on a le droit de changer intervention. Ça c'était avant, à Panzerplatte, là on est retour à Trèves, au parc d'assistance de Trèves, donc après la boucle, mais l'assistance déportée, elle était pour changer les pneus avant Panzerplatte. Et du coup, on repart pour une boucle. Alors là, les conditions météo vont mieux. C'est plus dur pour tout le monde. Donc là c'est plus agréable. Là c'est plus agréable, c'est bien sec, pas de surprise. Et un pilote qui va faire la sensation, c'est Ottana, qu'on l'a vu. Il était malheureux avec ses choix de pneus. Enfin, il n'était pas content, mais comme ses adversaires, d'être en pneus durs sous la pluie. Et bien là, avec des pneus durs sur le sec, ça va aller très bien. Ça va faire 2 spéciales et 2 scratchs pour Ottana, qui après ces 2 scratchs en Suède sur la glace, son scratch au Portugal sur la terre et ces 2 sur... Eh bien, prouve qu'il est un pilote qui peut être bon partout. Ouais, c'est vrai, c'est un bon rallye pour le jeune Estonien qui nous laissait un petit peu, j'allais dire, sur la fin depuis le début de saison. On disait beaucoup de lui en début d'année. Même Malcolm Wilson lui avait fait signer un contrat sur plusieurs saisons. Il est pilote M-Sport, pas Ford, mais pilote M-Sport. Il a derrière lui Marco Martin, qui est son manager, son coach, son gourou, tout ce qu'on veut. Et qui fait encore des essais. Et qui fait encore des essais, tout à fait. Voilà. Et donc, Tanak faisait, on va dire, début de saison un peu en demi-teinte, et là c'est vrai qu'il s'est montré plus à son avantage. Alors on revient sur ses meilleurs temps, voilà, il rigole enfin, voilà, ça fait du bien. C'est possible donc. Ça prouve que je suis capable de rouler vite également sur goudron. Là pour faire toute une épreuve à ce rythme, il faudra beaucoup de confiance, mais bien, du coup il est passé devant Mats Forsberg, et un peu comme en Finlande, il retrouve leur duel, sauf qu'en Finlande Mats Forsberg avait été retardé par un problème mécanique, alors que là c'est à la régulière, alors qu'on aborde bien la dernière spéciale de cette deuxième journée, Panzerplatte, encore des victimes, il avait crevé au premier tour. Denis Sordo, là en fait il va avoir un souci mécanique, mais il l'aura un petit peu cherché, il l'aura tapé. Exactement, un espèce de gros bloc à béton qui est censé protéger les chars d'assaut de sortie de route, et les 3 voitures, on a vu, sont presque arrêtées tout au même endroit dans un kilomètre, et là ça c'est la voiture de Peter Van Markstein Jr. qui bloque la route, donc tous les équipages se sont arrêtés derrière lui. On a vu Novikov, on a vu les pilotes Skoda, bref ils ont été obligés eux-mêmes de dégager la route, tandis que là, Mikko Hirvonen, lui, roule toujours à son rythme. Alors, il en profite pour faire des essais, c'est opération confiance, mais tout en étant à son rythme, tout en n'étant pas content de son pilotage, tout en n'ayant qu'une seule envie, c'est que le rallye se termine au plus vite. Il n'en est pas moins 3e. Ah oui, parce qu'il a profité, il fait une course, j'allais dire, à l'Hirvonen, c'est-à-dire sans vraiment faire d'exploit, mais avec les soucis des autres, et bien lui, il est encore placé, il est encore là. C'est du Mikko. On va écouter la réaction du Finlandais. Déjà, ça va un petit peu mieux parce que la route est plus large. Il peut choisir ses trajectoires. Donc ça. Il y a de la pluie ce matin, mais cet après-midi sur le sec, ça va mieux. Ouais, une bonne après-midi. Il termine qu'à 3 secondes de Sébastien Loeb. On a essayé des choses qui marchent mieux. Déjà, mon pilotage est moins nerveux, donc ça va mieux. Et j'ai plus de place pour choisir ma trajectoire, donc c'est pas mal, ça vient.
c'est pas. J'espérais reprendre plus de temps sur Jari-Matti Latvala parce qu'il pouvait à ce moment-là peut-être, enfin juste avant, envisager la deuxième place. Et Jari-Matti, eh bien lui, il avait compris les leçons au premier passage. Il s'est dit, ce coup-là, je veux battre Loeb dans la spéciale. Rappelons-le, au premier tour, il avait concédé 8 dixièmes de seconde. Ça va progresser. Il va concéder 7 dixièmes de seconde en 46 km. Mais ça ne sera pas suffisant. Que c'est égal. Bon, d'un autre côté, il faut se dire que peut-être que Sébastien Loeb n'est plus à bloc. Parce qu'il craint cette spéciale, il sait qu'elle est difficile, il faut gérer les pneus. Il a plus d'une minute 30 d'avance, donc il n'a pas à prendre tous les risques. Donc à mon avis, je pense que Sébastien Loeb, s'il veut, il peut aller beaucoup plus vite. En revanche, Latvala, ça m'étonnerait. Il le dira. Alors que là, il y a quand même un paramètre, faut ménager les pneus. C'est le long tous dit. Il a dit, moi je préfère 2 spéciales de 20 km, on peut rouler à bloc, qu'une de 40. Surtout que Sébastien Loeb, dans son esprit, il savait qu'en franchissant le deuxième passage de Panzerplatte, on finissait la deuxième journée et que là, la course était quasiment gagnée. Donc il avait vraiment envie de traverser cette épreuve sans encombre. Latvala, il avait son petit challenge. Ouais, il dit, je voulais vraiment la gagner celle-ci. Mais à l'arrivée, ça fait qu'il sera toujours deuxième. Et il avait fait des petites erreurs, mais il avait réassoupli ses réglages. Il craignait la pluie, et il voulait pas faire une erreur. Un peu de pression quand même chez Ford. Et Loeb, du coup, bien qu'il va signer son 7e meilleur temps en spécial. Et il déroule, c'est la spéciale où il avait perdu le rallye l'année dernière. Exactement, il a crevé, ouais. Une spéciale artificielle, on le voit avec une centaine de carrefours. C'est l'horreur pour les copilotes. Ça n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Il y a plus de 120 pages, je crois, dans le cahier de notes. Julien Gracial, il 118 pages. Et plus de 100 carrefours. On le voit, là, on est sur la fin, dans la zone centrale où il y a tous les spectateurs parce qu'on les voit passer dans tous les sens. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche. C'est une véritable arène. On le voit sur cette image, sur ce plan à gauche. Il y a beaucoup de spectateurs, c'est très spectaculaire. Même si ça va pas vite, même si c'est pas forcément les plus beaux passages du rallye, mais les spectateurs allemands ont l'air de bien aimer cet endroit. Alors Loeb, qui est rarement expansif et qui vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il dit une bonne journée et ça se présente bien pour demain. Voilà, ça veut dire clairement. Parce que c'est ça. Lui, sa hantise, c'était de franchir cette spéciale de Panzerplatte sans encombre, pas de faute, pas d'erreur, pas de crevaison. Et après, il savait qu'avec une 30 au plus d'avance au terme de la deuxième journée, une 42 même. Ça va. Voilà, ça va. Il reste 3 spéciales, donc 2 vraies, la même Drontal à faire 2 fois et plus la super spéciale dans Trèbes. Autant dire qu'avec une 42, il peut rouler fenêtre ouverte. 68 km. Et Mats Rosberg 4e, belle performance, mais toujours sans adversaire. C'est un peu son souci à Mats. Ouais, son souci c'est qu'il est toujours dans le top 5, mais à la queue du top 5, il a du mal à aller chercher un top 3 ou plus loin. Ouais. La particularité de la 3e journée du rallye d'Allemagne, 3 chronos, Drontal, un premier passage suivi d'un second et enfin la super spéciale. Entre temps il y a un regroupement, on inversera les positions. Voilà, exactement, c'est histoire de préparer Circus Maximus, la super spéciale dans Trèves, qui est aussi la Power Stage, donc pour l'attribution des points. Drontal sous la pluie, mais là tout le monde le savait. Tout le monde le savait, donc il n'y a pas de surprise, mais ça reste quand même délicat, il ne faut pas se faire piéger. La complication à la limite pour Loeb, ça sera de partir plus loin au deuxième tour, puisque ordre inversé, donc route probablement plus sale, puisque les voitures dans les cordes, quand elles coupent, quand il pleut comme ça, elles ramènent de la boue sur la route, donc c'est pas forcément un avantage pour Loeb de repartir plus loin, donc il va rouler tranquillement à sa main. Voilà, premier tour, il dit voilà, j'étais à mon rythme, parce que c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de pièges, beaucoup de changements d'adhérence. Même en pneus tendres, on peut facilement se faire piéger. Vraiment très difficile. Voilà, le passage de Jari-Matti Latvala. Attendez, il y aura le même de Peter Solberg, donc c'est la méthode des pilotes Ford. Au moins, ça fait plaisir aux spectateurs. C'est clair. Et regardez le capot. Voilà, il en parlera. Il a commencé, on le voit bouger, on l'a senti se détacher. Mais il a eu peur que ça s'ouvre. En fait, il a eu peur que ça s'ouvre pendant la spéciale. Il s'ouvre complètement. Et il va en parler, on va l'entendre en interview. Il aura même posé la question à Mika Anttila, alors qu'il lui demande pas grand-chose en général. Enfin, on parle pas finnois, mais... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le capot. Normalement, il y a des attaches rapides en fait, de sécurité. Sur l'avant, ouais. Mais il s'est rapproché du pare-brise. J'ai eu peur qu'il s'ouvre et de plus rien voir. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fait, parce qu'avec 30 secondes d'avance seulement sur Hirvonen, si on s'arrête leur mètre, on perd notre position. Mais bon, alors j'ai calmé le jeu et puis je suis allé au bout.
Voilà, ça cale pour Mikko Arvonen. C'est un peu un classique ces derniers temps. Enfin, pas en Finlande, mais avant. Et Mikko Arvonen qui espérait, il a dit bon, je sais qu'à la régulière je peux pas revenir sur Jari-Matti Latvala, mais en étant prêt je peux le garder sous pression. La preuve, là il y a eu un incident, mais c'est pas suffisant. Et lui se défait de la menace de Mats Forsberg, qui depuis que Otanak a abandonné, peut se permettre de rouler à son rythme. Lui, cette 4e place, c'est important dans le titre du championnat. Il pourra monter, se rapprocher en fait de Peter Solberg, son compatriote norvégien. Et en tant que pilote privé, avec 2 rallyes en moins, c'est pas mal. Peut viser, et ça serait magnifique pour lui, la 3e place du championnat, tout simplement. Mais meilleur représentant Ford. Oui, en plus. Mais terminer 3e du championnat 2012 derrière les 2 pilotes officiels Citroën, ça serait une très belle perf. Ouais, sans le Monte-Carlo, sans la Nouvelle-Zélande. Exact, en plus. Il y avait beaucoup de boue, notamment dans la partie forestière, qui en plus est étroite. Donc c'était très piégeur. Allez, un petit mot de Chris Atkinson, l'Australien de retour. Oh, il fait pas des étincelles dans les chronos, notamment dans cette dernière journée. D'un autre côté, c'est la première fois qu'il roule avec la Mini. Il a fait quoi cette saison? Il a fait un rallye au Mexique sur une Ford. Il a fait le rallye de Finlande sur une Citroën. Donc 3e changement de voiture. Et il n'avait pas roulé sur l'asphalte depuis le rallye d'Irlande 2009. Ouais. Et d'ailleurs, c'était des conditions terribles parce que il avait roulé. Tous les pilotes à l'époque avaient roulé des pneus neige parce que c'était les seuls pneus qui allaient sous le déluge. Il y avait des litres d'eau sur les routes irlandaises. Et il s'était fait piéger, d'ailleurs il est sorti avec la Citroën C4. Il avait coupé un poteau électrique. Voilà, et après on l'a plus revu en championnat du monde des rallyes. Donc c'est normal que Chris ait besoin d'une adaptation. Il a très vite compris que, en fait, comme il a un programme qui le mène jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il remplace Armindo Arrojo, il a eu raison de profiter de ce rallye pour faire une sorte de super séance d'essai pour préparer la France. Et puis il a été malin, il a vite compris quel rythme il fallait adopter. Il est remonté au classement. On voit Otanak. C'est quand même un pilote de 32 ans, c'est un pilote d'expérience. Otanak qui est reparti. Voilà le même passage de Peter Solberg. On voit qu'ils sont entraînés sur circuit, on leur a appris. Mais ils se sont fait battre sur circuit par Robert Kubica. Si qu'on dise comme ça, si sur circuit, ça m'étonne pas. Alors il va nous dire en fait, Peter Solberg, j'ai pas la voiture, il est en dehors des points. Il est reparti, mais il est 12e, il peut pas marquer de points. Il dit, moi ce que je veux, j'ai des réglages pour en fait marquer des points dans la super spéciale. Le problème, c'est que dès qu'il nous dit quelque chose, ça marche pas parce que justement il va faire son seul scratch dans cette spéciale. Et regardez, là on est avec Thierry Neuville qui était parti juste devant. On est en ordre inversé du coup maintenant en vue. Bon, alors là Thierry se fait un peu surprendre. À mon avis, je pense que Thierry le fera même quand il a vu qu'il tirait tout droit. Je pense que c'est un tête à queue broqué parce que moi j'ai cru qu'il allait dans le champ et lui aussi, à mon avis, il a jeté le coup de frein pour se sauver du champ. Et puis, Sébastien Ogier qui, lui, pas une erreur, 6e du général, il profite des erreurs des autres. Et puis surtout, il règle son compte à tout le monde, au Mikkelsen. Ah oui, mais de toute façon, lui, c'est comme Loeb, c'est exactement le même. Hors de question qu'on soit devant lui, donc il s'est mis, j'allais dire, pour défi qu'il n'y aurait pas un pilote de S2000 devant tout au long de la saison. C'est dur, parce qu'en Suède, ça a été dur. C'est vrai, mais il y est toujours arrivé. Et en Finlande, il est au pied à pied. Là, on est passé dans le deuxième passage d'Androntal. On a vu, Thierry Neuville, il a eu un souci, il a crevé, il a changé de roue. Il s'est arrêté pour laisser passer Peter Solberg, c'est pour ça qu'il resserrait les harnais. Et bien du coup, ils vont se tirer la bourre. Il veut voir ce que fait Peter Solberg. Ça aurait été mieux d'avoir l'homme devant soi. Oui, c'est clair. Ça va être rigolo, c'est comme dans un jeu vidéo. Parce qu'il roule à peu près à la même vitesse. Mais ça peut être très difficile pour la concentration, parce qu'on se concentre plus sur la voiture devant et moins sur son pilotage. Moi j'ai le souvenir de l'arrivée du VAR avec Peter Tschun qui était vraiment avec Sébastien Loeb dans ses pare-chocs. C'était pas Daniel Elena, c'était Daniel Elena roulait avec une C2, mais c'était Séverine Loeb et il était vraiment collé à l'arrivée du chrono. Et bien du coup, peut-être poussé ou bousculé, Peter Solberg va signer son premier et seul scratch de l'épreuve. On peut déjà le dire, le pari que ça marche en power stage, il va se rater. En fait, les réglages n'étaient pas si bons que ça et en plus, il va faire plusieurs erreurs. Mais a priori, des grosses. Il va se classer assez loin. Voilà l'arrivée. Et la spéciale de Circus Maximus Trier dans la ville de Trèves. Alors pourquoi Circus Maximus? Pourquoi du latin? Tout simplement parce que c'est une ville gallo-romaine avec comme vestige romain, on a vu tout à l'heure dans le début de ce reportage les arènes, et puis cette fameuse porte noire, la Porta Nigra, en plein centre de la ville de Trèves. Très jolie ville d'ailleurs, on le voit avec ses bâtiments. Et donc traditionnellement, la fin du rallye se déroule ici dans les rues de la ville qui accueillent l'épreuve depuis 2002.
Et c'est là. Et alors c'est une super spéciale pour la télé et qui permet surtout pour les pilotes d'aller chercher des petits points supplémentaires pour le championnat. Voilà, ça c'est depuis l'année dernière parce qu'il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, c'est Kimi Räikkönen qui avait marqué, qui avait remporté son seul scratch. Exactement. Voilà. Donc on a vu Mikko Hirvonen qui va réaliser le 2e temps de cette Power Stage. Il va creuser l'écart. À l'époque, à ce moment-là, il n'y a que Nasser Al-Attiyah qui est devant. On voit quand même que 6 secondes. les pneus et les roues sont solides parce que les trottoirs, ils ne les calculent absolument pas. Oui, c'est Michelin qui parlait l'année dernière de, je sais pas, 130 jambes cassées en 2011. Tandis que là, apparemment... Pas de crevaison. Les jambes cassées, on saura après. Et Loeb qui avait eu un petit souci de turbo en fait, un problème de temps de réponse dans la spéciale d'avant, qui avait réalisé seulement le 6e temps. Alors, pratiquement 10 secondes de Peter Solberg. Il dit je suis rassuré, je vais peut-être pouvoir jouer les points de la Power Stage. Eh bien ça y est, il va remporter sa 5e victoire d'affilée, a sorti des points de la Power Stage et porté son avance au championnat à 54 points sur Mikko Hirvonen. Ouais. Alors, ça ne pourra pas être fait en Grande-Bretagne. À 2 points près. Ça aurait pu si Mikko n'avait pas pris les 2 points de la Power Stage. Il y avait une toute petite hypothèse pour que ça se joue en Grande-Bretagne. Mais là, c'est sûr, ça ne se jouera pas en Grande-Bretagne pour le titre pilote. Donc, Sébastien Loeb devra attendre l'Alsace chez lui. Mais d'abord, il faut déjà faire un bon résultat, quelque chose de correct en Grande-Bretagne. Mais il y a de fortes chances, effectivement, qu'il soit de nouveau champion du monde, comme en 2010, chez lui en Alsace. Voilà, il faut avoir 56 points d'avance avant à l'issue du rallye d'Alsace, il est sûr d'être. Il a déjà 54, donc voilà, donc il ne faudra pas grand chose. Hein. On verra ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais a priori, c'est un rallye qu'il peut encore remporter. Hein. Il marche pas mal pour un futur retraité. Ouais, hein. Il va prendre sa retraite où, en Qatar? On a du mal à l'imaginer. On a du mal à imaginer le rallye sans lui. C'est vrai que maintenant, ça fait 12 ans qu'il est là, qu'il domine, qu'il gagne, 74 victoires, bientôt 9 titres. Ouais, là on a du mal quand même à penser à un futur sans l'homme en rallye. C'est vrai, hein, ça paraît difficile. Bon, cette image, on a l'habitude de la voir. Là, on a même l'impression de l'extérieur que c'est facile, alors que ça ne l'est pas, ça ne l'est jamais. C'est ce qu'il dit. C'est vrai que quand on voit sa domination, leader du départ à l'arrivée, meilleur performeur de l'épreuve, et Sébastien Loeb qui rappelle que ça n'a pas été un rallye facile, que c'était un rallye avec des choix, une météo compliquée, des choix de pneus, et toujours il relève pour lui des pilotes qui viennent le chercher. Et quoi qu'il arrive, il aura laissé comme empreinte d'avoir fait du rallye une science exacte, parce que là, c'est rare d'avoir eu un pilote qui faisait aussi peu d'erreurs tout au long de sa carrière dans un rallye. Il est de plus en plus exceptionnel. Moi, j'ai l'impression que cette année, chaque rallye est une nouvelle démonstration encore plus impressionnante que la précédente. Alors, niveau défi pour lui, la Grande-Bretagne, qu'il a eu beaucoup de mal à remporter. Il aurait pu le remporter en 2005, il a préféré laisser la victoire. Eh bien, on verra ça sur Motors TV. Ça sera à la mi-septembre. Merci Eric et à très vite. Salut Vincent.